Bonjour à tous. Alors, on est en train de vous faire rentrer progressivement sur le webinaire crise des marchés énergétiques et plan d'urgence du CIEMEL. On va démarrer d'ici quelques minutes, juste le temps pour tous les participants de se connecter. Vous êtes un peu plus de 150, donc le temps que tout le monde puisse avoir accès au webinaire. Merci beaucoup pour l'inscription et je vous rappelle juste de bien couper vos micros pendant les présentations, pas que ça interfère avec nos intervenants. Et voilà, et comme ça vous est rappelé sur l'affichage du webinaire, donc le webinaire est bien enregistré, vous pourrez recevoir à son issue le support de la présentation et l'enregistrement. Alors, je continue à tous vous faire rentrer. Et également, n'hésitez pas à utiliser l'onglet conversation, donc, qui est un chat, pour poser vos questions. Donc voilà, on aura des temps d'échange particuliers durant le webinaire, mais bon, là pour l'instant, si vous avez aussi des petites interrogations techniques, n'hésitez surtout pas à nous demander. Donc on est plusieurs à co-organiser le webinaire, donc on s'occupera de répondre à toutes vos questions. Et encore une fois, bienvenue à tous qui nous rejoignent. Donc, encore une vingtaine de personnes dans la salle d'attente qui rentrent progressivement. Et on va commencer d'ici 5 petites minutes. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je viens de voir un message passer. Le webinaire n'a pas encore débuté, il va démarrer dans 3 minutes. Vous étiez un peu plus de 150 à être inscrits, pardon. Donc on attend que les derniers puissent se connecter et puissent avoir accès au webinaire avant de démarrer afin que personne ne rate l'introduction générale qui sera réalisée par Emmanuel Charil, le directeur du CIEMEL. Et puis ensuite, on sera ensemble pour une durée de 2 heures, donc sur le sujet de la crise des marchés énergétiques et du plan d'urgence mis en place par le CIEMEL. Et donc, comme je l'annonçais à ceux qui sont là depuis plusieurs minutes, vous aurez des temps pour poser les questions en utilisant l'outil de conversation et puis l'outil pour lever la main, évidemment, également, durant le webinaire. Des temps d'échange avec les agents qui vont vous présenter les différents sujets abordés aujourd'hui. Et la présentation, son support, plus l'enregistrement vous seront également envoyés à l'issue du webinaire pour que vous puissiez le revisionner. J'attends juste encore 2 minutes puisque donc là on est un peu plus de 100 à être connectés, il manque encore un peu de monde et comme la salle d'attente ne désemplit pas,
Voilà, je vous fais juste patienter 5 petites minutes avant de démarrer et de laisser la main à Monsieur Charil. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vois que certains d'entre vous utilisent déjà l'outil de conversation, donc c'est parfait. Voilà, on est là pour répondre aussi à vos questions s'il y a des soucis techniques. Pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Bonjour à tous, bonjour aux derniers qui nous ont rejoints. Donc il est 14h07, donc sans plus attendre, on va démarrer ce webinaire et bon, certains inscrits continuent d'arriver. On va les faire rentrer évidemment progressivement sur ce webinaire. Donc comme vous le constatez, les micros sont coupés afin que ça n'interfère pas avec les intervenants du CIEMEL qui prendront la parole aujourd'hui devant vous. Mais n'hésitez pas à utiliser l'outil de conversation pour poser vos questions aux intervenants. On a prévu des temps spécifiques adaptés à cet effet. Le support de présentation et l'enregistrement vous seront transmis. Et sans plus attendre, je vais céder la parole à Monsieur Charil, donc le directeur général des services du CIEMEL, qui va introduire ce webinaire. Un très bon webinaire à tous. Et puis, si vous avez des questions, l'outil de conversation voilà, est là pour vous. Bon webinaire. Monsieur Charil, voilà. Deux micros, parce que j'ai deux micros actionnés, c'est ça l'astuce, le micro informatique et le micro physique. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à manipuler, mais j'étais juste en train de dire bienvenue à tous, à toutes et à tous, et puis merci Marine pour cette prise d'antenne. Nous sommes ici là réunis, nous sommes 5 ou 6 dans la salle main entre la partie technique et puis les agents qui seront capables de répondre à toutes vos questions. Et puis à distance, donc Marine, que vous venez d'entendre, et puis Clément aussi, qui sont soit en télétravail, soit Covidés, ou les deux à la fois. L'objet de ce webinaire, on a essayé de planifier depuis quelques semaines maintenant, c'était de faire vraiment être sûr que les messages sur le plan d'urgence du CIEMEL étaient bien passés dans tous les conseils municipaux. Vous savez que ce plan d'urgence, il remonte au mois de juin, il a été validé par notre comité syndical le 28 juin dernier. C'est un plan d'urgence, hein, ce n'est pas un plan de sobriété ni un plan de relance. J'expliquerai j'expliquerai tout à l'heure la nuance. Mais ce plan, il nous a été demandé, il a été sollicité par nos élus lors de l'adoption du budget primitif pour 2022. Et lorsqu'on l'a présenté en réunion de bureau, nos élus nous ont également demandé en fait, de soigner le plan de communication autour de ce plan d'urgence parce qu'il était absolument impératif si on voulait être efficace. Que le message soit diffusé le plus largement possible auprès des conseils municipaux, de telle sorte que les communes aient l'opportunité de solliciter ce plan d'urgence pour essayer de monter des actions rapidement avant la fin de l'année, de telle sorte qu'elles se placent à l'abri des tensions énergétiques, notamment, qui étaient à l'œuvre à ce moment-là. La seule difficulté, c'est que ce plan d'urgence, il a été conçu au mois de juin, comme je le disais, par rapport au contexte de l'époque. Et c'est vrai qu'on était beaucoup focalisé à ce moment-là sur la hausse du coût de l'électricité par rapport au marché du CIEMEL, et des hausses qu'on ne savait pas encore très bien estimer à ce moment-là, mais qui tournaient autour de 20, 30%, parfois 40% pour certains contrats un peu plus exposés.
Et il a été dimensionné pour ce type d'augmentation. Entre-temps, il y a eu la crise, il y a une exacerbation de la crise à la toute fin du mois d'août et au début du mois de septembre, avec des prix de l'électricité et des prix du gaz. Alors pour l'électricité, nous ça va parce qu'on vous l'expliquera tout à l'heure, mais on a réussi à se couvrir pour les périodes à venir, grosso modo. Mais pour le gaz, par contre, on est très exposé du fait que dans le cadre du groupement d'achat que nous gérons à l'échelle départementale, il va falloir renouveler le marché au 1er janvier. Et donc, on se présente sur le marché à la pire période. Donc, on a tout essayé hein, pour essayer pour suivre les conseils qui nous avaient été donnés par le gouvernement d'attendre le plus possible. Mais il arrivera un moment où on ne pourra plus et on sera bien obligé de choisir nos fournisseurs avec le prix qui va avec. Et là, on est très exposé parce qu'on parle d'augmentation on n'est plus dans des 20-30%, on est plutôt dans des 250, 300, 400, 500%, selon la conjoncture. Donc le plan d'urgence, il est plus adapté à l'ampleur de la crise. Malgré tout, il est là, donc il faut l'actionner pour essayer de limiter les dégâts. Par contre, moi, d'un point de vue politique, j'appelle l'attention de tous les élus sur le fait qu'il faut maintenir quand même une grande pression sur les autorités nationales et européennes, de telle sorte à ce que des mesures de protection soient mises en œuvre avant la fin de l'année. On sait qu'il y a eu des annonces faites sur l'électricité, sur le prix de l'électricité, mais moi, je ne vois rien venir sur le gaz, en revanche, donc je suis un peu inquiet. Je sais que les décisions sont comment dire, reportées, elles sont évoquées à l'échelle européenne. Pourquoi pas, mais en tout cas, il va falloir agir vite et avant la fin de l'année, et surtout que certains États membres de l'Union européenne l'ont déjà fait, parce que sinon, on s'oriente vers une situation qui pourrait être assez grave sur le plan économique pour nos territoires, parce qu'il y a des entreprises qui vont fermer, et puis des services publics également qui vont fermer, du fait qu'ils seront dans la capacité de faire face à l'explosion de la facture énergétique. Alors, le plan d'urgence qu'on va Évidemment, on fera le point entre nous hein, sur l'évolution de la crise des marchés, mais il va surtout être question cet après-midi du plan d'urgence tel qu'il a été conçu au mois de juin dernier, de telle sorte que vous puissiez vous en emparer et mettre en place des actions avec des retours très rapides qui vous permettront peut-être de limiter un peu les dégâts, mais sachant qu'évidemment, l'essentiel du travail, c'est un travail de fond. Et vous savez que le syndicat s'est positionné depuis une dizaine d'années pour diversifier son activité et être en mesure de vous accompagner sur les questions qui ont trait à la transition énergétique. Ça, on le fait. On a une offre de service qui est considérablement diversifiée, à laquelle vous pouvez accéder aujourd'hui. Ce travail de fond, certains d'entre vous l'ont commencé, d'autres un peu moins. Bon, il va falloir essayer de jongler entre le court terme, faire face à la tempête là, qui s'annonce pour l'hiver prochain et probablement les hivers à venir. On en rediscutera tout à l'heure. 2022-2023, ce n'est pas la seule période qui sera difficile. Je pense que ça va durer encore quelques années. Mais au-delà de ça, il faut évidemment amorcer tout de suite, si vous ne l'avez pas encore fait, un travail de fond parce que c'est ce genre de crise énergétique, je pense, c'est un peu comme les canicules estivales, on les connaîtra de plus en plus. Au moindre soubresaut géostratégique sur la planète, il y aura forcément des crises derrière qui ne font qu'annoncer en fait effectivement la fin des hydrocarbures, des énergies fossiles. Voilà, donc ça, il faut vraiment s'emparer de ce travail de fond et en attendant, essayer de mettre en place des actions urgentes à retour, des quick wins comme on l'appelle, à retour rapide. Voilà, c'est dans cet esprit que le plan d'urgence a été conçu. Donc, il est structuré en 3 parties. Une partie qui concerne les entreprises, parce que les entreprises de travaux qui sont titulaires de nos marchés s'étaient adressées à nous dès le début de l'année 2022 pour nous dire qu'en fait, elles étaient fortement impactées par les tensions inflationnistes. Il y a tout un volet qui concerne aussi nos collaborateurs, les agents du CIEMEL, et puis enfin un dernier volet qui s'adresse plutôt aux communes et à leurs groupements. Et au sein de ce dernier volet, il y a une dimension curative et une dimension curative, c'est-à-dire qu'on essaye de vous restituer quelques marges de manœuvre financières pour essayer justement de mettre en place des actions urgentes. Et puis après, une dimension préventive avec toute une série d'outils dont vous pouvez vous emparer pour essayer de faire quelque chose avant cet hiver. Et puis après, toutes les mesures de fond qui sont là, qui ont été amplifiées d'ailleurs à l'occasion du plan d'urgence pour vous accompagner sur les travaux d'efficacité énergétique. Voilà, donc sans trop tarder, je vais peut-être, parce que là j'ai certainement dépassé mon temps de parole, passer la parole à Clément qui est à distance et qui lui va donc faire un point
je l'accompagnerai en ce sens sur l'actualité des marchés groupés de gaz et d'électricité. J'imagine que vous êtes tous preneurs d'informations un peu plus précises sur le montant des augmentations parce que vous en avez un peu besoin quand même pour monter vos budgets pour l'année 2023. Voilà. Donc Clément, je vous cède la parole et puis je développerai, je compléterai vos propos si besoin. Donc, bonjour à tous. Donc, Clément Chetou, responsable du service bâtiment chaleur renouvelable au CIEMEL. Donc là, pendant cette première partie, donc, va y avoir deux temps. Une première partie sur l'évolution du contexte énergétique. Donc, et après, on parlera des groupements d'achat du CIEMEL en particulier, avec nos prévisions d'impact pour l'année prochaine. Donc, pour la première diapo, donc, Catel, est-ce que tu peux passer à la suivante, s'il te plaît? Donc voilà, donc là, c'est les deux courbes par rapport au marché de gaz et l'électricité. Donc à gauche, le cours de l'électricité et à droite, la courbe du gaz. Donc là, c'est avec un graphique qui commence en octobre 2021 jusqu'à octobre 2022. C'est pour vous montrer qu'entre le cours d'octobre 2021 ou sur le marché, enfin sur le graphique d'électricité, on se situait à peu près à un coût de l'électron sur le marché qui se situe aux environs de 50, 60, 70 euros le kilowattheure, le mégawattheure. Et en août dernier, le maximum du pic, on a dépassé les 1000 euros. Donc là, un facteur x20. Et aujourd'hui, donc depuis le fin août, les cours ont rebaissé, mais restent à un niveau très élevé par rapport à ce qu'on a connu et resteront élevés encore pendant un temps certain. Et on n'a aucune visibilité sur cette durée. Et aujourd'hui, le cours actuel, on voit qu'il y a une stabilisation des cours depuis, on va dire, un mois, depuis le mois de début septembre. Là, on est à peu près à un plafond de 550 euros. Les prix là, ce que je vous donne, c'est les prix de l'électron sur le marché. En sachant qu'il y a, avant la crise, donc avant, il y a un an et demi, on considérait que l'électron représentait à peu près 30% de la facture. Le reste, c'est les taxes, le transport, etc. Et aujourd'hui, en fait, on est plus dans une proportion que l'électron représente 60-70% de la facture. Donc voilà l'impact que ça peut avoir tout ça. Donc sur l'électricité, voilà l'évolution et donc le contexte de pourquoi cette hausse. Bah là, c'est des raisons, enfin, de la reprise après Covid, parce que ça a commencé dès milieu 2021 où les cours ont commencé à augmenter. Donc c'est la reprise après Covid. La guerre en Ukraine en début 2020, début 22 a impacté le marché du gaz qui impacte directement le marché de l'électricité. Et en France aussi, avec un nombre non négligeable de centrales nucléaires à l'arrêt. Donc on est en sous-production d'électricité nucléaire en France. Pour information, dans une année normale, on produit à peu près 400 TWh à partir d'électricité nucléaire. Et cette année, les prévisions sont plus près des 300. Donc ça veut dire un quart de la production qu'il faut aller chercher auprès d'autres fournisseurs, donc sur le marché européen. Donc tout ça fait une augmentation du prix de l'électricité. Et ensuite, sur la courbe du gaz, donc c'est un peu la forme de la courbe est exactement la même. Et ensuite, les proportions sont un peu différentes, mais entre le monde d'avant, donc on achetait le gaz à l'époque, il y a un an et demi, aux environs de 20 euros, 20, 25 euros le mégawattheure. Et au mois d'août dernier, le pic, il est monté à plus de 300, donc un facteur x15. Et aujourd'hui, on se situe entre 150 et 200 euros le mégawattheure, donc x8 par rapport à ce qu'on a connu. Donc voilà un petit peu par rapport au contexte, pourquoi du comment derrière, ça c'est le marché, et après derrière, qui est le marché, aura un impact directement sur les factures d'énergie, donc sur nos marchés. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur ces points-là. Après, donc pour les questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on les répondra toutes à la fin. Voilà au niveau du contexte énergétique pour expliquer tout les évolutions. Donc ensuite, au niveau si on parle groupement d'achat du CIEMEL, donc le syndicat gère et pilote pour les communes membres qui le souhaitent 2 groupements d'achat, un pour le gaz naturel et un autre pour l'électricité. Aujourd'hui, ces 2 groupements cumulés représentent à peu près 220 membres, dont 163 communes, 21 CCS, CIAS, les EPCI et le conseil départemental, 10, des collèges, un bailleur social, ensuite des 21 autres structures type syndicat, SPL, EPL. Donc voilà un peu et en dernier arrivé, donc là pour le groupement 2023
enfin, en cette année. Donc, on a le conseil départemental, le SDIS et les collèges qui sont arrivés pour le groupement gaz qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et aussi des collectivités du Choletais. Donc, l'agglo du Choletais, la ville de Cholet, des communes, plus un bailleur social qui a aussi intégré les groupements, dont le groupement d'achat gaz pour l'année qui vient. Et en estimation à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, les prévisions 2023, les groupements gaz et électricité du CIEMEL représenteraient environ 60 millions d'euros l'année prochaine, contre 20 millions en 2021. Donc ensuite, après, au niveau du... Voilà, donc donc là, je vais vous présenter sur la partie électricité. Pour un petit rappel, donc aujourd'hui, le groupement du CIEMEL sur l'électricité, il y a 3 lots différents. Un lot avec des puissances inférieures à 36 kW, et c'est EDF, le fournisseur. Pour les puissances supérieures à 36, c'est Total Energy. Voilà, les anciens termes, c'était pour les inférieurs à 36, c'était les tarifs bleus à l'époque, quand c'était un tarif réglementé. Les puissances supérieures, c'était les tarifs jaunes. Donc voilà un peu ces lots-là, plus un dernier lot à haute valeur environnementale. Donc c'est 100% d'énergie renouvelable avec une action sur la politique locale. Et donc là, c'est Enercop, le fournisseur. Et donc ces 3 lots représentent à peu près 196 membres pour à peu près 8500 points de livraison, donc 8500 compteurs, pour à peu près environ 100 000 MWh. Donc sur ces 3... Donc là, après, je vais vous présenter l'évolution. Et donc là, c'est le graphique pour la partie budgétaire qui vous donne des tendances pour les années à venir. Donc là, le graphique, il se décompose en trois parties. Une partie Enercop, donc c'est la EDF et Total, et on a essayé de vous présenter l'évolution du coût du mégawattheure sur les dernières années, donc 2021, 2022, où on a des chiffres précis, et 2023, ce sont des projections. Et là, je vais vous présenter les éléments qu'on a qui nous permettent de vous donner des tendances, mais les données 2023, ce ne sont que des perspectives d'évolution. Et dans les prochaines semaines, jusqu'au 31 décembre, enfin, en fonction des annonces qu'il y aura, ces coûts pourraient évoluer. Donc là, en fonction des avancées, on vous tiendra au courant des dernières informations. Donc au niveau d'Enercop, si tu veux remettre avant, je vais présenter ligne par ligne les différents prix. Donc Enercop, donc c'est un lot où il y a le moins de points de livraison parce que les collectivités, enfin certaines ont choisi ce fournisseur. Donc en 2021, et là c'était un prix fixe. Donc avec Enercop, sur les 3 ans du marché, entre 2021, 22, 23, le prix était fixé pendant toute la durée du marché. On voit que le prix a été fixé sur la partie molécule, donc 215 € le mégawattheure, c'était le prix 2021. Et en 2022, il y a une baisse. Mais en fait, la partie qui baisse, c'est la partie taxe. Le prix de la molécule, comme le prix était fixe, est resté identique. Mais la réduction, le bouclier tarifaire qui a été mis en place courant de l'année 2022 est applicable pour l'ensemble des contrats, dont Enercop. Et donc les contrats Enercop ont bénéficié, comme les autres, de la baisse de la TICFE, donc de 20 € par mégawattheure. Donc les tarifs Enercop ont une baisse donc en 2022 sur leur facture de moins 15%. Et avec les informations que l'on a, donc le bouclier tarifaire de cette partie-là a été validé est maintenu en 2023. Donc normalement, les tarifs Enercop pour 2023 seront identiques à ceux 2022. Donc pour vos budgets communaux, pour les collectivités concernées, il n'y a pas d'évolution prévue sur le budget Enercop pour l'année prochaine. Ensuite, pour la partie EDF, là ça se complique un petit peu. Donc à l'époque, en 2021, le EDF et Total, c'est 2 fonctionnements différents. Ce n'est pas des prix fixes qui avaient été choisis comme stratégie d'achat, mais de l'achat dynamique. C'est-à-dire que pendant toute la durée du marché, le CIEMEL, avec les fournisseurs et un assistant à maîtrise d'ouvrage, en fonction des cours, etc., on prend des positions pour fabriquer notre prix au fur et à mesure du temps. Donc régulièrement, on prend des positions sur le marché pour fabriquer un prix pour l'année N, pour l'année N+1, pour l'année N+3. Donc en 2021, quand le marché a été mis en place, le prix était fixé à 178 € par mégawattheure. 2022, crise énergétique. Donc là, évolution du prix du
du mégawattheure, du kilowattheure. Donc, qui fait une augmentation avec l'effet du bouclier tarifaire pour EDF de plus 12%. En sachant que s'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire de l'État, l'évolution aurait été de 35%. Donc voilà, cumulé. Donc là, le 200 €, c'est tout bouclier tarifaire inclus. Donc ça fait à peu près une évolution de plus 12% par rapport à 2021. Et en 2023, là, on ne peut pas vous donner d'éléments précis sur cette partie-là. Donc je rappelle, EDF, c'est les tarifs inférieurs à 36 kW, dont l'éclairage public. Là, on prévoit un prix 2023 qui se situerait, et là je vous donne des marges, entre 250 et 300 €, 300 € plus ou moins 50 € du mégawattheure. Donc une augmentation non négligeable sur ces tarifs-là pour l'année prochaine. Et l'explication du fait que après 2020, c'est le contrat avec EDF qui ne nous permet pas de faire. On a fait des avenants avec les contrats d'EDF et Total pour essayer de passer au mieux ce moment de crise énergétique. Mais avec le fonctionnement de ces contrats-là, voilà, on est un peu bloqué, donc l'évolution sera dans ces niveaux-là. Et pour explication, c'est que en fait, quand on prend nos positions sur le marché, l'achat dynamique, ensuite il avait été décidé au tout début du marché aussi de pouvoir bénéficier de l'AREN, c'est l'accès au nucléaire historique. Donc en fait, c'est une quantité d'énergie qui a mis à disposition de tous les fournisseurs français, avec un prix du kilowattheure nucléaire qui était fixé à l'époque à 42 € le mégawattheure et qui aujourd'hui est fixé vers les 49 €. Donc nous, on avait pris nos positions en 2022, ce qu'on a fait en 2023, pour l'ensemble de l'année 2022, mais ensuite, comme il y a eu tous les fournisseurs français ont été chercher leur droit à l'accès au nucléaire historique, il y a eu plus de demandes que de possibilités de fournir tout le monde. Donc il a été décidé, nous on avait demandé, on a eu 30% de moins que ce qu'on avait convenu. Donc ces 30%, on est obligé de les chercher sur le marché au mois de décembre dernier, et les cours étaient à 400 €, 500 € du mégawattheure, ce qui explique l'augmentation. Et donc pour cette année, pour se protéger un peu d'aller chercher de l'électricité sur le marché au début décembre, parce que le mécanisme est même, on a essayé de voir avec EDF les possibilités d'avenanter le contrat qu'on avait. Donc la seule option qu'ils nous proposent, c'est de faire une assurance qui nous permette avec une assurance qui a un coût, qui nous permet d'aller au minimum peu de prendre de risques pour éviter d'aller sur le marché au mois de décembre. Mais cette assurance a un coût. Et on est en train de voir un peu, on est en train de discuter avec eux pour avoir le meilleur coût, qui est lié au coût de l'énergie. Donc ce qui fait, c'est que ce surcoût d'assurance pourrait avoir un impact sur votre facture finale qui se situera entre pour atteindre jusqu'à 300 € le mégawattheure, donc une augmentation d'environ 50% par rapport à cette année. Donc voilà pour EDF. Et pour Total, le mécanisme est le même que pour EDF au niveau de la conception du prix, donc c'est-à-dire que le achat dynamique, donc on prend des positions régulièrement pour fabriquer les prix. Pour information, chez EDF et Total, on a commencé pour fabriquer les prix 2022 et 2023, on a commencé à prendre des positions dès 2021, donc avec 1 à 2 ans d'avance. Donc on fabrique notre prix comme ça, et donc en 2022, même explication qu'au-dessus, donc augmentation du prix. Au mois de décembre, on s'est retrouvé obligé d'aller chercher de l'énergie sur le marché, donc qui était un prix très élevé, et donc ce surcoût du mois de décembre dernier a fait que, pour Total, le prix a augmenté de plus 25%, avec prise en compte du bouclier tarifaire. Sans ce bouclier tarifaire, l'augmentation aurait été de 55%. Mais cette année, donc en 2023, là, on a des meilleures prévisions pour l'année 2023. On se retrouverait en 2023 avec un prix qui serait au mieux à peu près 25% plus bas que les prix d'aujourd'hui, et dans la solution pessimiste, avec un prix au niveau stable par rapport à cette année. Donc là, avec un prix très intéressant par rapport au cours du marché. Pour rappel, le marché se situe à peu près à 500 € du mégawattheure, partie molécule. Donc là, avoir des prix d'entre 150 et 200, on arriverait à quelque chose de très intéressant vu le contexte énergétique. Donc là, tout dépendra après du mois de décembre, comment se passe au niveau de l'AREN, comment ça se passe. Là, on aura des informations précises qu'à partir du fin du mois de décembre. Mais en tout cas, aujourd'hui, tous les avenants qui ont été faits avec les fournisseurs, en tout cas avec Total, nous permettent d'avoir des prévisions. Et normalement, on devrait avoir un prix qui serait
au pire stable par rapport à cette année et au mieux avec une baisse de 25% par rapport au tarif de 2022. Donc pour vos estimations budgétaires, pour résumer, donc pour Enercop, stabilité des prix entre 2022 et 2023. EDF, il y aura une augmentation à prévoir. Donc là, dans les prochaines semaines, avec les prochains événementiels, on vous tiendra au courant de comment on avance, mais une augmentation qui situerait peut-être jusqu'à 50% du prix, donc plus 50% par rapport à votre tarif 2022. Et pour les contrats sous Total, donc là, pourrait y avoir une baisse allant jusqu'à 25%. Donc voilà un petit peu pour la partie tarification. Donc après, voilà, pour l'autre graphique après. Donc après, on va passer à la partie gaz. C'est là, je pense que M. Charil va prendre le relais après, enfin, on va compléter. Donc, pour rappel, pour le contrat gaz qui arrive à échéance à la fin de l'année, le contrat commençait à durer sur 3 ans, entre 2020 et 2022, avec un prix fixe. Donc le prix sur toute la période du contrat était fixe avec alternat et avec un prix intéressant et qui est encore très très intéressant pour l'année 2022. Donc aujourd'hui et dans le futur marché, on est à peu près à 4 dans le marché qui arrive là, donc avec les nouveaux membres, on sera 90 membres, ce qui représente à peu près 950 points de comptage, donc compteurs, pour environ 100 MWh. Ensuite, après, au niveau de l'évolution du prix, si tu peux passer à la diapo suivante, voilà. Donc pour le gaz, aujourd'hui, le contrat, on n'a pas au niveau des cours. Pour parler budget, actuellement, avec le contrat qui dure jusqu'au 31 décembre 2022, nous avions, comme le prix était fixé pour l'ensemble du durée, on avait un prix avec un prix de molécule de 21 €, 20-21 € du mégawattheure, ce qui fait sur une facture. Donc le 20-21 €, c'est le coût du gaz qu'on achète sur le marché, de la molécule. Après, derrière, il faut rajouter les taxes, le transport, etc. Et donc la facture finale pour vous, membres, la facture représente à peu près 70 € TTC par mégawattheure. Ça, c'est le prix de la facture actuelle. Et on voit que les cours, avec la courbe que je vous ai présentée précédemment, eh ben, les 20 €, aujourd'hui, la même molécule, il faut l'acheter au cours d'aujourd'hui entre 140 et 200 € le mégawattheure. Et en août dernier, le pic a monté jusqu'à 300. Donc si la molécule, quand on l'achète aujourd'hui, une molécule à 200 € veut dire une facture finale pour vous, membres, d'à peu près 290 € TTC par mégawattheure, soit x4, plus 400% par rapport à la situation actuelle. Si l'achat de gaz se fait avec un prix de la molécule à 150 € le mégawattheure, l'augmentation du prix serait à peu près de x 3,5. Donc on atteindra à peu près 230 € par mégawattheure. Donc voilà, aujourd'hui l'impact budgétaire pour l'année prochaine pourrait être situé entre x3, x3,5, x4 par rapport à la situation actuelle. Et ensuite, après, au niveau du marché, parce qu'aujourd'hui, on est dans le flux, enfin, c'est complexe. Donc aujourd'hui, les marchés ne sont pas encore le marché subséquent, parce que pour le fonctionnement, pour rappel, pour acheter de l'énergie en marché public, il y a un accord cadre qui est lancé d'abord, où les fournisseurs se positionnent pour savoir s'ils sont intéressés pour répondre au marché, pour résumer. Ensuite, il y a une shortlist de fournisseurs qui est établie, et ensuite, après, on les remet en concurrence sur le prix. Donc là, c'est les marchés subséquents. Et là, aujourd'hui, l'accord cadre a été fait, et on est en attente de pouvoir lancer les marchés subséquents dès qu'on pourra, mais c'est qu'on a été retardé beaucoup parce que les fournisseurs donnaient des signaux de ne pas vouloir répondre à nos marchés. Donc c'est pour ça qu'on a freiné, on a ralenti, mais normalement, d'ici de toute façon, d'ici une semaine et demie, on va lancer le marché subséquent pour pouvoir avoir les réponses du ou des fournisseurs pour le début novembre. Donc début novembre, on saura un petit peu vers quoi on part. Et là, les informations, enfin, on partirait sur un marché, on partirait pas sur 3 ans, vu l'état énergétique et que les fournisseurs sont en fragilité aussi. On partirait sur un marché subséquent gaz d'1 an, donc que pour 2023, et pour ensuite repartir sur un marché de 3 ans à partir de 2024. Mais donc on partirait sur un contrat d'1 an en 2023. Enfin voilà. Donc là, Monsieur Charil, peut-être que vous pouvez compléter.
Je vous... Deuxième micro, ça y est. Oui, parce que j'ai bien entendu votre appel au secours, Clément. Donc, quelques commentaires pêle-mêle. Déjà, je vais revenir sur l'électricité pour vous dire que vous avez bien vu que les prix sont malgré tout contenus quand on voit que les augmentations moyennes subies par d'autres collectivités qui se présentent sur les marchés ces temps-ci, qui ne sont pas encore couvertes comme on l'a pu le faire nous en anticipant un peu, les augmentations sont bien plus sensibles. Donc, de ce côté-là, on est presque content que on n'est pas, enfin que pour l'électricité, on ait limité les dégâts. Pour le gaz, j'en dirais pas autant, évidemment, parce que là, vous voyez, vous auriez presque pu, Clément, présenter un scénario encore plus noir, parce que la difficulté à laquelle on doit faire face, c'est que non seulement on doit être agile sur les marchés, essayer d'anticiper ce qui va se passer, mais en plus, on le fait avec les règles de la commande publique. Ça veut dire qu'il y a une inertie au moment où en fait, on décide de lancer un marché subséquent et le moment où on va cliquer réellement sur le prix qui nous sera le prix avec le fournisseur qu'on aura retenu dans le cadre du marché subséquent, il se passe entre 12 et 14 jours. Et moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer dans les 14 jours qui viennent là, hein. Il peut très bien y avoir, en fait, on voit bien que les marchés, ils sont extrêmement volatiles, extrêmement nerveux, qui réagissent à la moindre annonce, qui surréagissent. Ce n'est pas forcément de la spéculation, c'est simplement des comportements moutonniers des acteurs du marché qui achètent tous ou qui vendent tous au même moment. Enfin, c'est vraiment assez irrationnel en fonction des annonces. Et il peut très bien se passer des événements en fait géostratégiques qui font que, à un moment donné, le marché il dérape dans un sens ou dans un autre. Ce qui a permis vraiment de calmer très sensiblement la situation au début du mois de septembre, c'est les annonces faites par l'Union européenne que les États membres avaient fait le plein de leurs réserves stratégiques. Voilà, donc ça a calmé le jeu parce que du coup, il est arrivé un moment où non seulement il y avait en fait enfin, toutes les entreprises qui venaient s'approvisionner sur les marchés, mais en plus, il y a les États membres dans le cadre de leur stratégie de réserve de gaz. Alors, ça a compliqué un peu les choses, mais ça pourrait très bien reprendre, hein, parce qu'on peut très bien imaginer qu'en plein milieu de l'hiver, les réserves, le niveau des réserves soit suffisamment bas et que les États se remettent à acheter sur les marchés pour compléter ces réserves. Ou alors, on pourrait aussi imaginer à la sortie de l'hiver que, à un moment donné, sur le marché mondial, en fait, du fait d'une relance économique éventuelle potentielle en Asie, les différents États se disputent les méthaniers qui sont sur les mers en fait pour livrer le pétrole au meilleur offrant. Donc en fait, il y a vraiment une volatilité qui va, à mon avis, durer au-delà de l'hiver 2022-2023. Et la meilleure façon en fait de se couvrir contre cette volatilité, c'est d'anticiper au maximum et puis d'acheter à terme. Alors on peut le faire, on pourra le faire d'ailleurs, hein. Une fois qu'on aura couvert nos besoins pour 2023 dans un contexte extrêmement on dirait imprévisible, on le fera pour les années à venir, 2024 et 2025. Je pense que là, on obtiendra des prix beaucoup plus raisonnables. Mais par contre, il faut vraiment s'apprêter à subir une immense claque pour l'année 2023. Là, on ne voit pas très bien comment les marchés pourraient redescendre en deçà du scénario à 150 euros le mégawattheure pour la molécule et donc 230 euros TTC facture finale. Je ne vois pas comment ça pourrait descendre en dessous de ce prix-là et ça peut peut-être potentiellement monter un peu plus si jamais on subit des soubresauts au niveau des événements géostratégiques dans les 2-3 prochaines semaines. Alors, face à ce choc-là, j'attire votre attention le fait qu'il est de la même ampleur que le choc pétrolier de 73-74. Il est exogène, évidemment, il nous dépasse tous, mais on le subit. Et il y a une certaine inéquité à ce que ce soit les entreprises et les collectivités qui sont en première ligne du fait du calendrier de leur marché et qui supportent ces coûts-là. Alors, vous allez me dire, tous les acteurs économiques seront confrontés à un moment donné, hein, parce que généralement, les marchés énergétiques, c'est sur 3 ans, parce qu'on ne peut pas se couvrir au-delà de 3 ans. Donc, à terme, dans 3 ans, tout le monde sera concerné. Mais en attendant, ce sont les collectivités et les entreprises qui sont en première ligne qui subissent. Et ça n'a rien à voir avec le plan de sobriété qui est présenté par le gouvernement, où on demande à tout le monde d'agir un peu pour faire des économies au quotidien et au global, on s'y retrouvera. Là, c'est l'essentiel en fait des économies d'énergie qui sont faites, c'est par la destruction d'activités économiques. Voilà, donc on est à la veille, probablement, enfin si les choses continuent comme ça, on est à la veille d'une récession économique. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment alerter le gouvernement, il le sait déjà, hein, mais il faut continuer, il faut maintenir cette pression de telle sorte à ce que des mesures de bouclier, d'un filet de sécurité soient mises en place pour les entreprises et pour les collectivités, parce que
pour l'instant, c'est assez inéquitable dans la façon dont les entreprises et les collectivités subissent la crise énergétique, parce que ça dépend fortement du calendrier de renouvellement des marchés ou de la façon dont les marchés ont été constitués. Voilà, donc vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut continuer à alerter l'État sur cette dimension-là. Ça a déjà été fait pour l'électricité. Mais nous, on en a vraiment besoin pour le gaz, et c'est la dimension gaz, moi, qui paraît avoir été un petit peu oubliée, ou alors en tout cas, les solutions n'ont pas encore été trouvées à l'échelle européenne, et c'est la raison pour laquelle cette pression est vraiment indispensable. Et à ce moment-là, on aura peut-être, après la mauvaise nouvelle, malheureusement, qu'on va subir dans les prochaines semaines par rapport au prix du gaz, on aura peut-être des mesures qui viendront compenser ça en toute fin d'année, ou alors au début de l'année 2023. Donc là, j'ai une dernière juste. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc posez-les, on y répondra s'il y a encore des questions, n'hésitez pas. Et là, pour finir, on vous avait un petit graphique pour essayer aussi de pouvoir comparer les énergies entre elles, comparer avec les données que l'on a, donc avec des coûts qui sont à prendre avec beaucoup de prudence, mais c'est pour donner des ordres d'idées. Donc à gauche, c'est les tarifs de l'énergie cette année, avec les différents, que ce soit sur l'électricité avec le marché CML, et là on a pris pour une commune type, avec des profils de consommation, avec de tout comme usage, un usage communal, donc de l'éclairage public, de l'électricité pour les bâtiments communaux, etc., pour l'école. Voilà, donc là un petit peu, voilà ce que ça donne. Donc aujourd'hui, 2022, on serait à un coût de l'électricité d'à peu près 20 centimes d'euros, avec les futures hausses, avec un profil de consommation, un compteur supérieur à 36, un petit peu en dessous avec des tarifs bleus. Ex-bleu, on serait à peu près une évolution à un prix du kilowattheure qui serait vers les 25 centimes d'euros. Donc voilà l'impact pour l'année prochaine. Le fuel, donc qui est passé de à peu près 9 centimes en 2022, avec des prévisions, si on arrive à un baril qui est avec un coût du litre de fuel entre 1,50 €, voire 2 litres de temps en temps, on pourrait avoir un prix du kilowattheure fuel qui se situerait plus près des 18 centimes. Le prix du gaz naturel, qui était aujourd'hui à peu près vers les 7 centimes du kilowattheure, avec la hausse qu'on vient de vous présenter, pourrait atteindre les 27 centimes. Donc là, l'énergie du gaz serait l'énergie la plus chère par rapport aux autres. Et ensuite, le bois granulé, qui est l'énergie de plus en plus utilisée par les collectivités, avec un prix qui a également augmenté. Donc pour ceux qui sont concernés avec la tonne de granulé qui a souvent fait x2 entre l'hiver dernier et cet hiver. Donc avec un prix du kilowattheure qui était à 6 centimes et qui se retrouve maintenant vers les 12 centimes d'euros le kilowattheure. Donc voilà un petit peu le monde, la situation avant cette année, et les prévisions pour 2022, voilà un petit peu ce que ça donnerait. Donc avec notamment le bois qui reste une bois granulé qui a fortement augmenté, mais qui reste toujours compétitif d'un point de vue kilowattheure par rapport aux autres. Et le gaz naturel, qui était une énergie presque la moins chère en molécules, devient une des plus chères. Voilà un petit peu le positionnement. Et ensuite, pour l'évolution, juste à droite, c'est la partie comment est composée une facture, pour vous donner un ordre d'idée. Donc ce qu'on vient de parler, là, tout ce qui est marché, cours, etc. Donc que ça soit sur l'électricité ou le gaz. Donc l'électron représente à peu près, quand on parle d'électricité, 62% de la facture. C'était ça en courant de l'année 2022. Et pour le gaz, c'est 70%. Et ce graphique-là, il y a un an, on parlait c'était pas ces chiffres 62 ou 71, c'était 30%. Donc on voit que maintenant, avant, l'achat du gaz ou de l'électricité avait un impact, mais beaucoup moindre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'achat de l'électricité, de l'électron ou de la molécule fabrique en grande partie la facture finale pour tous les membres. Et pour jouer les questions, donc là, on va y venir, mais pour l'évolution du... Ouais, allez-y. Clément, juste un commentaire. Effectivement, là, on voit bien que la situation est anormale parce qu'effectivement, quand on sait qu'en plus, en ce moment, une grande partie de l'électricité est fabriquée à partir du gaz et qu'on touche une électricité moins chère que le gaz, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais ça sera pareil d'ailleurs à une échelle globale, puisque si le gouvernement en fait met en place la mesure annoncée là, de plafonnement en fait, du prix de l'électricité à 180 € le mégawattheure, on aura bien une situation où on aura aussi un gaz qui sera plus cher pour tout le monde, plus cher que l'électricité qui elle-même est fabriquée avec le gaz.
Donc il y a un truc qui ne tourne pas rond, donc c'est la raison pour laquelle j'ai quand même quelques espoirs qu'à un moment donné, tout ça, ça soit pris en compte au niveau national ou au niveau européen. Mais on a atteint, je pense, voilà, un certain paroxysme dans la crise qui fait que nécessairement des mesures doivent être mises en place, des mesures de solidarité, puis des mesures de compensation. C'est d'autant plus vrai qu'en fait, il y a certains États qui l'ont déjà fait, en Allemagne. Ça participe d'ailleurs certainement au fait que les consommations énergétiques vont se remettre à progresser. C'est d'ailleurs ce que craignent les États membres. C'est pour ça qu'ils, pour l'instant, ils ne prennent pas de mesures, parce qu'ils considèrent que les marchés font leur boulot. Le marché fait son boulot d'équilibrage entre l'offre et la demande. Hein. C'est ce qui se passe au travers des prix. Mais à quel coût? Et c'est sur ces dimensions économiques et sociales qu'il faut aujourd'hui, en fait, qu'il faut insister un petit peu pour faire en sorte qu'il y ait des mesures de compensation qui soient mises en œuvre. Et juste avant de répondre aux questions, et moi de finir sur cette partie-là, juste dans les prévisions, pour compléter ce que vient de dire Monsieur Charil, c'est aussi le prix de l'électricité chez nous augmente, mais on a vu que dans les lots Enercop, Total et EDF, on se situe quand même en dessous du prix de marché aujourd'hui, parce qu'on avait pris des positions, on avait anticipé, etc. Donc on a un prix aussi de l'électricité aujourd'hui, parce qu'on avait pris des positions en amont, qui fait que le prix est important, mais moindre. On aurait pu être beaucoup plus, on se positionne pas trop mal sur ces segments-là. Donc voilà aussi, donc ça veut dire que pour 2000, en sachant que le marché d'électricité va être renouvelé à partir du 1er janvier 2024. Donc à voir si dans les années futures, il sera peut-être compliqué de maintenir des prix comme notamment celui de Total à ce niveau-là pendant les prochaines années. À voir le contexte, mais ça peut évoluer aussi, voilà. À voir ce que ça donne courant d'année prochaine. Mais en tout cas, l'électricité, on est sur un prix compétitif d'un point de vue dans les marchés CML pour l'année 2023 par rapport au marché. Voilà un petit peu. Et donc, voilà, les questions, je pense que là, il y en a certaines qui ont été répondues. J'en vois une là sur le prix du bois plaquette. Donc là, l'évolution, on n'a pas de prévision parce qu'il n'y a pas d'indice. Mais en tout cas, on voit que de ce que l'on sait, nous, des quelques chaufferies, enfin, le bois plaquette, on le met pas dedans parce que pour les collectivités, hormis les réseaux de chaleur, il y en a peu. Donc on a du mal à sortir des chiffres. Mais en tout cas, le prix de la plaquette a augmenté, mais de façon beaucoup moindre que les autres énergies. Je crois, de mémoire, on parlait de 10-20% d'augmentation, pas des x2, x3 comme on peut avoir sur les autres énergies. Et ensuite, voilà On pour la avait une partie. question du maire de la Ménitrée sur le fait, la capacité de pouvoir rejoindre éventuellement le groupement gaz. Apparemment, je ne l'ai pas découragé. Vous avez répondu sur le chat? Ok. Il n'y a plus d'autres questions ou tout est bon dans la salle côté CML? Donc la question. La dernière question, là, je restais aussi dans la salle. Je ne sais pas si Ewen, tu veux prendre le relais, mais pour moi, c'était quand on est chez EDF ou Total, on ne peut plus basculer chez Enercop courant du marché. Mais Ewen, tu peux confirmer ou pas ce que je viens de dire? On t'entend pas. Pardon. Oui, oui, je confirme tout à fait. On ne peut pas basculer d'un lot à l'autre. Les volumes ont été estimés au moment du marché, et puis après, il n'y a que la flexibilité interne, intra-lot, entre guillemets, dans EDF et dans Total qui fonctionne, mais voilà, on ne peut pas basculer d'un lot à l'autre. Alors, vous savez que politiquement, il y a des propositions qui ont été faites par les fédérations d'élus, de collectivités. Par exemple, le retour aux tarifs réglementés. Bon. On parle aussi beaucoup des contrats de long terme avec les producteurs locaux, les fameux PPA. Là-dessus, évidemment, on bosse dessus. Hein. On est sur le coup, mais il faut vraiment s'imaginer en fait que ce sont des actions de moyen et de long terme. Et en plus, c'est pas parfaitement calé sur le plan législatif, puisque dans l'état actuel de la commande publique, on n'a pas de base légale très claire qui nous permettrait d'aller dans ce sens-là. Mais on est évidemment persuadé que l'issue de la crise, si on veut relier le court terme et le moyen et le long terme, c'est effectivement dans notre capacité à mettre en place des circuits courts de l'énergie qui vont en fait faire ce travail d'équilibre entre la production et la consommation à l'échelle locale, en lien avec les producteurs locaux. Et il y a du potentiel de production d'électricité et de gaz renouvelable sur nos territoires.
Voilà, donc ça, je dis que ça fait quelques minutes que je parle dans le vide parce que le micro, 2 secondes, voilà. Donc, entre le moyen et le long terme et le court terme, il faut simplement peut-être faire passer le message qu'effectivement, il faut faire évoluer la commande publique et puis les marchés aussi également. Il y a des réformes structurelles sur les marchés qui doivent être mises en place, notamment sur le marché de l'électricité pour découpler le prix de l'électricité et celui du gaz. Tout ça, ça va prendre un peu de temps. Et en attendant, il faut essayer c'était un peu l'objet du plan d'urgence. Évidemment, d'abaisser au maximum sa consommation énergétique, malgré tout, compte tenu de l'ampleur des hausses que vous a présentées. Ça ne vous protégera pas totalement, mais il faut le faire quand même. On passe à la suite. Oui, c'est la suite. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Dominique Pénaud, directeur des infrastructures. Donc, moi, je vais vous présenter le contexte de mise en œuvre de la mesure 7 du plan d'urgence, en fait, qui consiste au conventionnement indemnitaire avec les entreprises titulaires de nos marchés de travaux et de maintenance, donc sur la base de la théorie de l'imprévision. Donc, dans le contexte de crise économique, sociale et géopolitique qui a été rappelé et que nous traversons, les matières premières, les énergies et les fournitures, donc on vit leur prix augmenter de manière très conséquente. Dans ce contexte, l'État est entré en concertation avec les fédérations d'entreprises, notamment celles qui interviennent dans le cadre de nos marchés publics. Dans ce contexte, l'État a donné le feu vert aux collectivités pour mettre en œuvre la théorie de l'imprévision. Vous allez me dire, qu'est-ce que la théorie de l'imprévision? Donc, la théorie de la prévision se traduit par une situation dans laquelle un contrat est déséquilibré par le fait d'un changement de circonstances qui n'était pas prévisible par les partenaires lors de la réponse à ce marché. Donc ainsi, la partie qui en est victime peut demander à son co-contractant de renégocier le contrat. Donc, concernant le CIML, cela se traduit notamment dans le cadre du marché de travaux, sur le marché de travaux de réseaux de distribution publique d'électricité et des marchés de maintenance. Pour nous permettre de réaliser l'ensemble des travaux, donc, les entreprises s'engagent à travers d'un bordereau de prix sur un marché qui donc est constitué pour 4 années consécutives, donc une année renouvelable 3 fois. Dans ce cadre, en fait, les entreprises réalisent donc des projections sur le marché donc, à venir et sur les travaux qu'elles pourraient être amenées à réaliser sur les 4 années à venir. Catel, si tu veux bien passer au diapo suivant. Dans nos marchés, donc, dans nos marchés publics, nous avons des prix qui sont indexés donc, sur différents paramètres, comme par exemple le TP8, qui est l'un des index sur lequel notre marché est indexé. Donc, ces index sont élaborés par l'INSEE et s'appuient sur différents composants. Donc, comme on peut le voir sur la droite, l'index TP8, par exemple, s'appuie sur un prorata de matériel, de travail, d'énergie, de matériaux, de services, de transport et de déchets. Ces index sont mis à jour régulièrement par l'INSEE en fonction du coût d'évolution qu'il calcule sur ces différents éléments, ce qui permet aux différentes collectivités de réactualiser et de réviser les prix constitutifs des marchés publics. Aujourd'hui, comme je l'évoquais, les entreprises en fait répondent à un marché et comme on l'a pu l'évoquer tout à l'heure, la procédure de marché public est longue et peut s'avérer complexe. Donc effectivement, pour un marché qui est mis en œuvre au 1er janvier 2022, les entreprises ont pu être amenées à travailler dessus au printemps 2021 pour une réponse à l'été 2021 et une mise en œuvre ensuite au 1er janvier 2022. Donc effectivement, comme on peut le voir sur le graphique, on peut constater pour le TP08, par exemple, une certaine stabilité sur les périodes précédentes. Et donc ainsi, dans leurs prévisions et dans leurs projections, les entreprises prévoient cette stabilité avec un coefficient d'actualisation pour répondre au marché qui va les engager sur 4 années. Cependant, donc avec les événements qui ont pu se passer cette année et donc notamment la guerre en Ukraine, effectivement, on a vu les différents index s'envoler. Donc, on peut le voir sur le graphique donc entouré en vert. L'index du mois de juin concernant le TP08 était donc de 112,6. Concernant donc
l'évolution de l'indice. En date du mois de juillet 2022, l'index avait évolué de plus 16%, ce qui éclaire bien et explicite bien donc l'imprévision qu'avaient les entreprises, et nous-mêmes d'ailleurs, dans la constitution de nos prix, pour répondre à nos marchés et de notre côté pour le constituer. Donc juste un petit focus effectivement sur l'ensemble des indices de référence qui constituent donc nos marchés. Donc on a notamment les travaux d'aménagement et entretien de voirie, donc comme on a pu le voir, qui ont augmenté de plus de 16%. La composante réseau d'énergie et de communication, donc, qui a augmenté de plus de 7%. Et également donc l'éclairage public pour les travaux d'installation de plus de 11,86%. Donc ça, ce sont effectivement les prix de base, enfin les index de base qui constituent notre marché. En parallèle, d'autres index qui ne sont pas directement rattachés à notre marché, mais qui sont liés aux prestations du marché travaux sur le réseau d'électrification, ont vu également leur proportion augmenter de manière très conséquente, comme pour le cuivre, l'aluminium, l'acier pour la construction, la fabrication et la mise en œuvre des enrobés, et les PVC mélanges à base de PVC, donc pour toutes les fournitures en fait que nous sommes amenés à mettre en œuvre dans le cadre de nos marchés. Donc, dans ce cadre, la mise en œuvre des indemnités aux entreprises titulaires des marchés travaux a fait l'objet de réunions de travail entre les entreprises des travaux, les services et les membres du bureau pour analyser les réclamations qui ont été faites par les entreprises et leurs fédérations. Donc, un travail de simulation des évolutions des coûts engendrés par la forte évolution des indices a été réalisé. Puis, une négociation a pris place avec les entreprises pour, je dirais, amener un partage des surcoûts entre l'entreprise et le syndicat, dans le cadre d'un mécanisme conventionnel. Donc, dans ce cadre, le comité syndical a souhaité préserver l'intérêt des collectivités en choisissant de ne pas impacter le surcoût engendré par les travaux aux collectivités. C'est-à-dire que le CIEMEL, pour l'année 2022, a intégré dans son budget l'ensemble des surcoûts qui ont été versés et des indemnités qui ont été versées aux entreprises. Merci, Monsieur Pénaud. Juste une dernière diapo. Allez-y. Oui. Juste, donc cela se traduit effectivement dans des mesures d'aide aux entreprises. Donc pour le marché travaux 2018-2021, donc effectivement 500 000 € ont été provisionnés par le comité syndical à hauteur de 500 000 €, donc répartis sur l'ensemble des engagements qui ont été opérés auprès des entreprises. Et pour le marché de travaux 2022-2025, donc sur la période de l'année 2022, 1 600 000 € ont été provisionnés, donc à hauteur de 400 000 € par trimestre. On tient à vous rappeler donc en bas du diaporama qu'effectivement ces indemnités sont temporaires et ne seront mises en œuvre que pour l'année 2022. Au 1er janvier 2023, donc le marché va reprendre le cours classique de son déroulé et le mécanisme de révision des prix va revenir donc à la normale avec une actualisation des prix au 1er janvier 2023, donc pour l'ensemble des devis qui seront réalisés donc, aux communes, aux aménageurs, avec une actualisation donc, qui sera remise en œuvre au 1er janvier 2023. À ce jour, on peut estimer donc l'évolution du coût des prestations entre 10 et 12%, donc suivant effectivement l'évolution des index qui prendra place d'ici la fin de l'année. Voilà, merci. Alors, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, en fait, non, mais c'est parfait. Donc, on voit bien que la technique de la convention indemnitaire qu'on a signée avec chacune des entreprises titulaires de nos marchés de travaux protège les collectivités parce que c'est vraiment entre nous et les entreprises. Donc, sur 2022, il n'y a aucune incidence sur le coût des chantiers. Ça, c'est le gros avantage pour vous, pour les communes. En revanche, effectivement, du fait du mécanisme d'indexation qui va rentrer en vigueur au 1er janvier, là, on va subir les effets de l'inflation. Et dans un ordre de grandeur qui est indiqué à l'écran. Et là, forcément, ça concerne également les communes. Mais je tiens à faire remarquer quand même qu'on part de prix bas, puisque le marché a été assez efficace à ce niveau-là. Et comme il a été conçu dans un calendrier, voilà, au printemps 2021, on ne ressentait pas encore les effets de l'inflation, eh bien les prix qui sont sur les bordereaux sont relativement bas. Donc il va falloir appliquer une augmentation à ces prix, mais on part de ces bas. Alors, s'il n'y a pas de questions sur cette partie-là, qui est vrai, en fait, concerne davantage les relations entre le syndicat et les entreprises de travaux, avec quand même un impact sur l'année prochaine, on peut passer aux mesures proprement dites qui concernent les collectivités, à commencer par l'éclairage public.
Oui, Et je bonjour. cède la parole à Yvan Charrier. Oui, bonjour. Donc, Yvan Charrier, responsable du service éclairage public et territoire connecté. Je vais vous présenter la mesure à destination des collectivités concernant la réduction de la participation liée à la maintenance préventive de l'éclairage public. Bon, je rappelle tout d'abord que tous les ans, le CML appelle des participations aux collectivités pour assurer l'exploitation et la maintenance préventive. Conformément au règlement financier du CML, cette participation est calculée en fonction du nombre de lanternes de plus de 2 ans et de la catégorie de ces lanternes. Catégorie A pour les lanternes simples d'entretien, catégorie B pour les lanternes complexes à entretenir, catégorie LED pour celles équipées de LED. Ainsi, dans le cadre du plan d'urgence, les élus ont validé un dispositif de réduction, voire de gratuité, de cette participation, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, cette mesure est universelle, puisqu'elle concerne l'ensemble des collectivités ayant transféré la compétence éclairage public au CML. Et la mesure concerne également les collectivités ayant confié la gestion au CML, comme Angéloire Métropole. La mesure est immédiate, elle s'applique au budget de fonctionnement 2022. Elle est relativement simple à appliquer puisqu'il s'agit de switcher les montants initialement programmés par de nouveaux et dans bien des cas d'annuler complètement le titre de recette. Enfin, le dispositif est proportionné car il est plus ou moins important selon le nombre de points lumineux sur la collectivité. Le montant total de l'aide consentie par le CML à ce titre est de 972 000 €, correspondant, bon an, mal an, à la hausse des factures électriques liées à l'éclairage public sur les exercices 2022 et en partie sur l'exercice 2023, sous réserve de maîtriser l'évolution des coûts d'électricité sur 2023. Diapo suivante. Donc, ce qu'il faut retenir sur ce dispositif, c'est qu'après soustraction de l'aide exceptionnelle, la maintenance préventive 2022 devient gratuite pour les communes pour lesquelles le CML perçoit la taxe d'électricité. Pour celles percevant directement la taxe, il y a un reste à charge de 4 € par point lumineux. Donc, un courrier a été transmis à l'ensemble des collectivités début septembre à ce sujet, afin de repréciser ces éléments. Et donc, ce courrier annule et remplace le courrier initialement transmis en février. Donc, je reprécise encore une fois qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle et pour un montant total de 972 000 €. Alors, on va maintenant prendre le cas d'une commune dite moyenne, une commune fictive qui comprendrait 500 points lumineux et on lui attribue des caractéristiques classiques moyennes sur le département, avec un quart des équipements en lanterne LED, dont une partie ont été rénovées il y a moins de 2 ans, 250 lanternes, donc ça c'est la partie en vert sur le petit camembert à droite, 250 lanternes en catégorie A et 125 en catégorie B pour une puissance installée de 44 kW. Et sur cette installation, on a l'application d'une coupure nocturne entre 23 h et 6 h. Donc, avant l'application de la mesure, la participation appelée était de 4 271 €. Avec cette aide exceptionnelle, donc il n'y a plus de participation. Or, en même temps, si on regarde la facture liée à la consommation électrique associée à l'éclairage public, en prenant les hypothèses de la commune, de ses horaires de fonctionnement, des hypothèses du coût du kilowattheure, on constate que cette facture connaît une hausse en 2022 de l'ordre de 2 100 € environ. Donc voilà, ça c'est pour comparer un peu l'aide vis-à-vis de la hausse des prix électriques sur le poste d'éclairage public. Voilà pour cette mesure d'éclairage public. Des questions peut-être? Non, je ne vois pas de questions. C'est en cours? Ok, moi je passe la suite à Clément, je crois. D'accord, s'il n'y a pas de questions sur cette partie, donc effectivement, Clément, vous reprenez le relais? Vous êtes toujours avec nous?
Oui. Donc là, je reprends le relais pour le dernier volet du plan d'urgence du CIEMEL sur la partie transition énergétique. Donc là, je vais vous proposer présenter les mesures. Donc dans le cadre du plan d'urgence, tout à l'heure, M. Charret l'annonçait, donc le plan d'urgence CIEMEL, c'est 4,2 millions d'euros, et donc il y a 1 million d'euros qui ont été fléchés sur la partie de transition énergétique. Donc là, tout d'abord, on va vous présenter, donc ça va s'afficher la carte des conseillers. Donc pour toutes les collectivités du Maine-et-Loire, dès que vous avez des questionnements sur, que ce soit tout à l'heure sur l'achat d'énergie, toutes les questions que vous auriez à vous poser sur les groupements d'achat, etc., le premier relais, et que ce soit sur la partie que je vais vous présenter maintenant, donc tout ce qui est lié à la maîtrise de l'énergie et développement des énergies renouvelables sur vos bâtis communaux. Donc, il faut passer par notre équipe de conseillers en énergie. Donc, ils sont identifiés. Il y a une équipe de 7 aujourd'hui. Donc, il y a une couleur chacun, leurs coordonnées. Donc, pour toute question, n'hésitez pas à passer par eux. Donc, soit par l'adresse mail et par l'adresse individuelle ou par l'adresse transition énergétique. Donc, voilà. Donc, l'équipe des conseillers sont là pour répondre à toutes vos questions. Donc, pour tous vos sujets, les questions liées à l'achat d'énergie ou à la transition énergétique, passez par ces conseillers-là et ils vous répondront ou ils s'appuieront sur nous, les autres collègues spécialistes de la thématique. Et ensuite, on vous a mis une petite vidéo, on vous laissera la découvrir. Donc, on vous l'enverra le lien. Mais il y a une petite vidéo qui avait été faite, qu'on avait déjà diffusée, mais qui a été faite pour expliquer qu'est-ce que le rôle de conseiller en énergie, parce que ça va être dans la suite de la présentation. Donc, ça va être le sujet. Donc, les conseillers en énergie, quel est leur rôle, la mission, comment ils peuvent vous accompagner, parce qu'ils peuvent être un des piliers importants pour vous aider à maîtriser au mieux vos consommations. Donc par rapport à tout ce qu'on fait déjà, nous, au niveau de l'offre d'accompagnement du CIEMEL, donc dans le plan d'urgence, la première mesure pour essayer d'agir à très court, donc l'idée c'était d'avoir des actions pour pouvoir agir à court terme, pour essayer de maîtriser mieux les consommations, parce que la seule solution pour passer la crise énergétique, surtout 2023, on voit que les tarifs d'énergie, c'est compliqué à maîtriser, mais les seuls moyens que vous avez, c'est agir sur la régulation de vos bâtiments et travailler avec les occupants pour maîtriser au mieux et agir sur le comportement de chacun. Donc pour le premier point sur la régulation, donc en complément de tout notre accompagnement, donc le CIEMEL propose de pouvoir financer tout système de régulation de chauffage ou de ventilation dans les bâtiments communaux. Donc c'est-à-dire là aujourd'hui, si vous avez des besoins de mise en place de régulation, ça va d'un simple bouton poussoir de relance jusqu'à NGTB, le CIEMEL peut vous apporter une aide qui peut aller jusqu'à 75% du coût du système de régulation. Donc l'idée, là, si vous avez des projets, vous contactez le conseiller, les coordonnées qui sont sur la slide précédente, et vous échangez avec lui, et normalement, on essaiera de pouvoir agir rapidement. Donc les critères, pour pouvoir vous faire bénéficier de l'aide si ça rentre dans nos critères, mais les critères, il faut que ça soit un système qui mette la régulation du bâtiment. Ça ne marche pas sur le bâtiment neuf. Donc voilà un petit peu. Donc là, voilà l'aide qui peut être proposée sur l'action 1. Donc ensuite, sur la deuxième action, là c'est en complément, parce que qui dit système de régulation mis en place ne veut pas obligatoirement dire dans tous les cas que tout fonctionne bien. Donc il faut avoir le moyen de vérifier que la régulation du système de chauffage et de ventilation marche bien. Donc pour ça, il est proposé aux communes qui adhèrent là au service de conseil en énergie, parce que pour compléter, c'est que le CIEMEL propose, en offre d'accompagnement déjà existante, le service de conseil en énergie. Donc, on met à disposition des communes un agent, donc l'équipe des 7 conseillers, à disposition des communes pour mettre en place le service de conseil en énergie. Donc, c'est un appui, c'est du temps d'agent sur 3 ans pour vous aider à suivre vos consommations, vous donner des préconisations, etc. Donc, pour les communes qui adhèrent à ce service, l'idée, c'est que le CIEMEL vous prête. Donc, on va acheter un nombre de capteurs importants pour pouvoir équiper vos bâtiments communaux, et c'est des capteurs communicants qui vont permettre de faire remonter l'information de température et de CO2 en permanence au conseiller du CIEMEL, et qui puisse voir si ça fonctionne, si les données qui remontent sont cohérentes avec la température idéale. Typiquement, si un week-end, on dit que le capteur, on le met dans une école, si on voit que l'école, il y a 20 degrés en plein hiver un dimanche après-midi, là, il y a un problème de régulation, donc le conseiller pourra faire le relais auprès de
de l'agent, de l'élu en référence du dossier, qui lui puisse aller agir derrière et remettre en place le système qui soit déréglé, soit défaillant. Donc là, pour cette enveloppe-là, c'est à coût, il n'y a pas de coût supplémentaire demandé aux collectivités, c'est le CML qui va investir dans des capteurs et qui mettra à disposition des communes qui adhèrent au service de concerne énergie. Voilà pour cette partie-là. J'attends la slide d'après. Donc ensuite, l'autre partie, ce que je vous disais, donc c'est les deux actions précédentes, c'est pour parler régulation, pour vérifier que le système est adapté par rapport à une occupation théorique du bâtiment. Et l'autre sujet pour passer l'hiver au mieux, ça va être un des axes importants sans coût d'investissement, c'est agir, former, sensibiliser les occupants et gestionnaires des bâtiments communaux et intercommunaux. Donc pour ça, là l'objectif de cette action, c'est de pouvoir que le CML finance, subventionne des prestations de formation, de sensibilisation qui peut être fait dans vos collectivités auprès d'agents, tous ceux qui côtoient le bâti communal. Et notamment dans les écoles, des programmes type classe d'Effinergie, de l'association Alizé ou autres, peuvent être financés dans le cadre de cette mesure. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser l'ensemble des occupants de vos bâtiments. Donc ça aille de l'écolier, en passant par l'équipe éducative, les agents d'entretien qui travaillent dans l'école, la direction de l'école, etc. Pour vos bâtiments sportifs, c'est les associations. Donc si vous avez des besoins, des envies de monter une action de sensibilisation, l'idée, c'est on fonctionne, c'est vous faites faire un devis auprès d'une structure qui peut vous faire cette sensibilisation formation, et ensuite à partir du devis, si ça rentre dans les critères que je viens de vous dérouler, donc une formation qui permet d'agir sur le comportement pour réduire les consommations d'énergie, vous êtes potentiellement éligible aux aides du CML. Donc là, une fois que vous nous envoyez le devis, etc., et quelques pièces complémentaires, on pourra procéder à l'accord de la subvention, et donc la subvention peut monter jusqu'à 80% du coût de la prestation. Et tout à l'heure, en fin de présentation, on vous fera un cas type, donc avec des exemples précis pour vous rendre compte un petit peu avec des cas concrets, à quoi ça peut correspondre. Donc voilà pour cette mesure-là. Donc là, c'était les trois premières mesures, et ensuite, pour d'autres mesures qui sont dans le plan d'urgence du CML, c'est on a complété notre offre d'aide à la décision, parce qu'aujourd'hui, le CML apporte des aides sur la réalisation et le financement en partie d'audits énergétiques, d'études de faisabilité et quelques autres études. Donc le fonctionnement aujourd'hui, c'est le CML porte des études, les finance, et ensuite, avec une convention, avec une porte et finance, et ensuite il y a une contribution qui est demandée à la collectivité. Donc ces aides-là sont maintenues, et l'idée, c'est d'apporter en complément aux audits énergétiques et études de faisabilité d'autres études complémentaires, et là la différence, donc là c'est la slide d'après Catel, s'il te plaît, merci. Donc là la différence, c'est que on a ouvert le champ des possibles avec des bâtiments, des types d'études qui ne rentraient pas dans ce qu'on proposait aujourd'hui. Et donc là, des audits énergétiques ou des études de faisabilité sur des bâtiments qui sont au-dessus des 4000 m², donc qui ne sont plus dans nos marchés à bon de commande d'audit ou d'études de faisabilité, ou sur des bâtiments spécifiques, par exemple, vous avez besoin d'un audit sur un de vos centres aquatiques ou des choses comme ça. Là, maintenant, le CML peut vous accompagner. Donc là, et ça fonctionne c'est la collectivité, vous, qui demandez un cahier des charges, demandez une prestation à un bureau d'études spécialisé dans la thématique, selon un cahier des charges défini ensemble en amont. Et à partir de là, une fois que vous décidez de le faire, avant signature des devis, on peut instruire le dossier pour financer jusqu'à 40% du coût de l'étude. Et ensuite aussi, dans ce cadre-là, on peut maintenant financer des études, des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage en lien avec la gestion énergétique. Donc là, des AMO sur toutes les thématiques avec la notion énergétique dedans. Donc rénovation d'un bâtiment, il y a besoin d'un AMO en amont de retenir le maître d'œuvre. Ça peut être éligible. Vous avez besoin d'un AMO pour mettre en place un système d'énergie renouvelable thermique. Là, ça rentre dans les clous. Pour de la régulation, vous avez sur tout le patrimoine de la collectivité, vous souhaitez mettre en place une GTB pour 50, 100, 200, 300 bâtiments. Vous avez besoin d'un AMO pour vous guider dans cette thématique-là.
potentiellement, ça rentre dans les critères d'éligibilité. Donc là, le CIEMEL pourrait vous lancer les missions d'études et le CIEMEL peut vous subventionner ces réalisations d'études. Mais bien entendu, toute demande de subvention doit être faite avant d'avoir signé les devis. Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, pour le renforcement de nos campagnes aujourd'hui, donc une des autres mesures du plan d'urgence, c'était de renforcer notre programme notre programme qui s'appelle BI 2030, donc un programme qui permet de soutenir financièrement les rénovations énergétiques et les systèmes d'énergie renouvelable. Donc le programme BI 2030, bâtiment efficacité énergétique, qui avant s'appelait FIP21 au CIEMEL. Donc c'est une enveloppe d'1 million d'euros à peu près par an avant, qui a été abondée via le plan d'urgence du CIEMEL pour encore financer, aider au financement de vos projets. Et donc là, avec le plan d'urgence, les différents niveaux d'aide ont été augmentés. Donc, pour rappel, BI 2030, donc c'est toujours pareil, là, le plan d'urgence, il a permis d'abonder les aides, mais BI 2030 aide, finance, subventionne la rénovation énergétique d'un bâtiment existant, donc de la rénovation globale. Après audit énergétique, le CIEMEL peut vous subventionner ces travaux-là, et ou la mise en place d'une énergie renouvelable thermique. Donc, soit une chaudière à bois, soit du solaire thermique, soit de la géothermie. Et donc, le plan d'urgence permet maintenant de multiplier en gros par 2,5 à 3 les aides sur la rénovation énergétique. Donc voilà, là on vous a détaillé les différents critères, mais c'est en gros sur les 3 premières mesures, permettent d'augmenter les aides. Après, c'est des détails, on essaie d'affiner pour nos critères actuels pour faire rentrer plus de projets, toujours avec une notion de rénovation globale des bâtiments. Et ensuite, les aides à la partie rénovation, à la mise en place de systèmes d'énergie renouvelable thermique sont restées identiques à ceux actuels. Il n'y a pas eu d'évolution, mais là, le plan d'urgence. Voilà pour ma partie. Donc après, je ne sais pas s'il y avait des questions ou en salle, vous avez déjà répondu dans le webinaire. Il reste quelques questions dans le chat, Clément. Ouais, je ne sais pas donc si en ça- salle, Emmanuel, le son de la salle est coupé. Sur la durée de validité du plan d'urgence, oui. Tu peux recommencer, on t'a pas entendu. Ok, il y avait une question par rapport à la durée de validité du plan d'urgence et jusqu'à quand les communes peuvent candidater à ce plan d'urgence. Je savais pas forcément. Là, actuellement, c'est un plan d'urgence 2022. Si Monsieur Charry, vous avez une réponse plus. Oui, on examinera la situation dans le cadre du débat d'orientation budgétaire et du budget primitif, mais a priori, on sait qu'on y est pour quelques mois. Hein. Voilà. De toute façon, il y a dans le plan d'urgence, il y a des actions qui sont là structurelles, hein, qu'on a élargies, mais qui elles perdureront en fait, qui sont maintenant inscrites dans le règlement financier, donc qui n'ont pas vocation à s'arrêter. Déposez vos dossiers, contactez les conseillers en énergie, on va vous guider au mieux. Et ensuite, après, dans les autres questions, je ne sais pas, Emmanuel, où vous en étiez rendu, dans les réponses ou pas. Donc, je vois la dernière pour le schéma directeur immobilier. Bah, pourquoi pas, il faut faire la demande, on pourra l'instruire, en tout cas, voir ce que c'est. S'il y a une notion énergétique, normalement, il y a une notion énergétique, oui, il y aura la partie énergétique, donc à voir, mais pourquoi pas. Ça rentre en tout cas dans les critères. Si certains ou certaines souhaitent poser des questions à l'oral, on ouvre les micros, il n'y a pas de souci. Sinon, au-delà. Oui, donc des cas pratiques qu'on souhaitait exposer, présenter. Et après, pour toutes les autres questions, on vous répondra, on fera des réponses, on prendra la liste comme le temps passe, on prendra la liste des questions et puis on vous répondra directement à vos questionnements. Puis on les partagera avec tout le monde. On vous fera une foire aux questions, je pense, à la fin avec les questions auxquelles on n'aura pas pu apporter de réponse aujourd'hui. Mais on y répondra à toutes. Ok, donc merci. Donc place au cas pratique. C'est
Clément, au début, non? Alors, c'est le cas classique d'une commune type, une commune rurale de 2500, 3000 habitants, comportant 500 points lumineux, adhérente au service des CEP, avec un budget de fonctionnement de 2 millions d'euros, un budget d'investissement de 2 millions d'euros, et un budget d'énergie entre 70 000 et 100 000 euros. C'est bien ça, hein, Clément? C'est ça, oui. En gros, c'est une commune moyenne du département. Enfin, on essaie avec Yvan de créer une commune moyenne pour essayer de ensuite dépliquer. Et donc, sur la partie éclairage public, on retombe sur le cas que l'on avait présenté juste avant, là, de la commune type. Et donc, on va se demander quels sont les leviers pour apporter des économies d'énergie sur le poste de l'éclairage public. Donc, effectivement, hein, c'est une thématique actuellement bien ciblée dans le cadre des plans de sobriété. Donc, pour rappel, la commune moyenne est une commune avec une puissance d'éclairage de 44 kW, un fonctionnement de l'éclairage avec une coupure entre 23 heures et 6 heures et un temps annuel de fonctionnement de 1608 heures. Alors, pour baisser les consommations, on agit soit sur le temps d'allumage, soit sur la puissance des équipements. Donc, soit on agit sur les 1608 heures de fonctionnement à l'année, soit sur les 44 kW de puissance. Les actions 1, 2 et 3 sont des actions sur le temps d'allumage. Ainsi, d'un point de vue juridique, déjà, il est essentiel que cette décision soit formalisée par un arrêté du maire. Je rappelle que l'éclairage public est un équipement qui permet de sécuriser l'espace public nocturne. Il relève donc des pouvoirs de police du maire qui doit déterminer précisément les lieux à éclairer et les horaires. Cet arrêté pourra mettre en relief notamment les considérations économiques, énergétiques et environnementales, notamment la question de la préservation de la biodiversité. Une fois qu'on a précisé cela, on revient sur les coupures applicables. En action 1, une coupure qui commence à se généraliser sur le département, c'est la coupure estivale. Avec une coupure complète pour certaines communes entre le 1er mai et le 31 août. Alors, ce n'est évidemment qu'un exemple. Chaque commune peut adapter cette plage calendaire. Mais si on l'applique entre le 1er mai et le 31 août, ça se traduit par une économie annuelle d'allumage de 195 heures à peu près. Donc, une économie de environ 8500 kWh, un moins 12% vis-à-vis de la consommation annuelle et environ 2 000 euros si on prend le kilowattheure moyen à 23 centimes. En action 2, on modifie la coupure nocturne pour la faire passer de 23 heures à 6 heures à désormais à 22 heures, 6 heures du matin. Alors là aussi, ce n'est encore qu'un exemple, hein, mais ce gain d'1 heure par nuit permet environ de faire les 300, pas 365 heures, mais 362 heures parce qu'on a quelques journées qui commencent tardivement, mais voilà, environ 360 heures d'économie en temps d'allumage pour une économie énergétique de l'ordre de 16 000 kWh. Donc un moins 22% vis-à-vis de la consommation annuelle et initiale, et 3 600 euros environ d'économie si l'on prend un kilowattheure moyen à 23 centimes. En action 3, l'action 3 est plus délicate. Il s'agit de décaler les allumages en début de nuit et d'anticiper la coupure de quelques minutes le matin, tous les jours. On peut ainsi venir, on va dire, gratter une 50aine d'heures par an. Alors, cette solution a un impact économique modéré, moins important que les autres, une économie annuelle de 3%. Et en plus, il faut regarder l'aspect sécuritaire sur des horaires où l'espace public est très utilisé par les scolaires, par les salariés qui se rendent au travail. D'un point de vue énergétique, elle aurait son intérêt car elle viendrait typiquement s'appliquer sur les périodes de pic énergétique. Donc voilà, c'est une troisième action qu'on va mettre peut-être en troisième position dans l'ordre de priorité, mais c'est une action aussi envisageable selon le contexte.
Et voilà, peut-être qu'un jour, on sera à même de croiser ce type d'action avec les données d'EcoWatt, pourquoi pas. L'action 4, c'est l'action qui agit sur la puissance des installations, c'est la rénovation des lanternes. Alors, cela me permet de rappeler que le syndicat sur le remplacement des lanternes énergivores de plus de 150 watts participe à hauteur de 35%. On a ici un exemple du remplacement de lanternes, d'une soixantaine de lanternes équipées de lampes de puissance de 150 watts que l'on peut remplacer par des lanternes LED qui consomment environ 50 watts. Alors, c'est marqué 170 watts moins 50 watts parce que je prends les 150 watts avec les appareillages. Excusez-moi, on a peut-être été un peu loin. Et 50 watts, c'est les 50 watts de la lanterne ainsi rénovée. Donc, par les calculs, on met en évidence là-dessus une économie énergétique de l'ordre de 12 000 kWh et un moins 16% vis-à-vis de la situation initiale. Des économies au niveau financier de 2 700 €. Et bon, ce qui à l'heure actuelle ne permet pas forcément d'avoir des retours sur investissement, mais ce qui agit là aussi sur les économies d'énergie et ce qui permet aussi d'anticiper aussi des variations futures des coûts énergétiques. Donc, la diapo suivante, une fois qu'on a dit tout ça, comment faire réaliser ces réglages, comment modifier les horaires de coupure de nuit, coupure estivale ou toute autre demande liée à l'éclairage. Bon, je vais quand même témoigner du fait que depuis septembre, l'activité du service est monopolisée par cette question. Dans les bureaux, sur le terrain, ces questions demandent beaucoup d'échanges pour clarifier les attentes des collectivités, pour qu'ensuite elles soient bien retranscrites sur le terrain par les entreprises. Donc, je vous remercie à tous pour votre compréhension. Et l'objectif de cette diapo, c'est d'essayer de clarifier le process et de faire en sorte que les échanges soient les plus clairs et les plus simples possibles. Donc, en premier lieu, il faut se poser la question des bons horaires à adopter vis-à-vis de la fréquentation de l'espace public. Bon, ça, c'est du ressort de chaque collectivité qui connaît bien la fréquentation des espaces publics la nuit en fonction des horaires. Je vous conseille quand même de vous rapprocher sur cette première étape de votre interlocuteur éclairage public au sein du CIEML. Donc là, vous avez les 4 référents avec la répartition géographique pour en discuter avec eux, notamment si vous avez des doutes sur les horaires actuellement pratiqués ou bien si vous voulez également couper des points en milieu de nuit, des points qui seraient actuellement en allumage permanent toute la nuit. Car là, ce n'est pas seulement un simple réglage, c'est aussi potentiellement de la reprise de câblage. Et ne pas oublier que parfois, sur ces points qui sont alimentés sur des régimes permanents, on a aussi des points qui fonctionnent sur des détecteurs, par exemple sur des salles communales. Donc voilà, vouloir tout mettre avec une coupure de nuit peut nuire à des dispositifs qu'on avait posés précédemment. Donc, une fois qu'on a défini la stratégie en lien avec le chargé d'affaires et l'éclairage public, il s'agit de prendre un arrêté formalisant les lieux et horaires d'éclairage, comme je l'ai précisé précédemment. Cette décision doit être, encore une fois, la plus simple et la plus précise possible, afin qu'elle soit la plus lisible possible par les usagers et par le technicien qui doit la mettre en place. Donc, ce souhait, vous le transmettez avec l'arrêté. Et également, le petit formulaire qui est à droite, là, sur la programmation, vous transmettez tout ça au service éclairage public, à la petite adresse mail qui s'affiche en bas, là, maintenance.ep@cml.fr. Et nous, derrière, on se chargera d'analyser et puis de revenir vers vous pour savoir comment l'appliquer sur le terrain. Donc, on a transmis pour certaines communes là, qui étaient équipées des horloges connectées, on a transmis ce formulaire. En jaune, ce sont juste des exemples. C'est à reprendre au cas par cas.
À partir de 2023, on vous transmettra systématiquement en début d'année, en vue de préparer le préventif, ce type de formulaire, ce qui nous permettra aussi d'anticiper la programmation dans le cadre de la planification préventive qui est faite tous les ans sur chaque commune. Et pour les armoires qui ne sont pas encore connectées, et pour les autres, on peut les régler à distance. Alors, la diapo suivante, ça va répondre à la question du coût de ces programmations et de savoir quelles horloges ou quelles armoires sont actuellement connectées de celles qui ne sont pas connectées. Car vous savez qu'on est dans le cadre d'un déploiement d'horloges connectées sur l'ensemble du département. On a quasiment atteint les 1000 horloges sur les 3400. Et si vous voulez savoir pour savoir si une armoire est connectée, il vous suffit d'aller sur le SIG et vous verrez en fonction de la couleur de l'armoire si elle est connectée ou pas. En rouge, elle n'est pas connectée, et en couleur foncée, bleu pétrole, là, ça veut dire que l'horloge qui équipe l'armoire est connectée. Donc, au niveau des coûts, pour les horloges connectées, le réglage est réalisé par le CIEMEL à distance, la prise en charge est pour le CIEMEL. Pour les réglages qui ne peuvent se faire à distance, pour les horloges non connectées, passage du permanent en temporaire avec des reprises de câblage, soit on peut attendre la maintenance préventive, donc à ce moment-là, le réglage se fait sur place et il n'y a pas de surcoût, soit les réglages doivent être faits de suite. Et à ce moment-là, en fait, on se retrouve dans le process des dépannages avec un dépannage donc on revient vers vous en vous précisant qu'il faut faire un dépannage. Vous réalisez une demande de dépannage via le SIG et le déplacement de l'entreprise est pris en charge à 75% par la commune et 25% à charge du CIEMEL. Donc voilà sur la question des leviers liés à l'éclairage public. Est-ce que il y a des questions? J'ai l'impression qu'il y a eu des problèmes de son. Et, ouais. Sur l'éclairage public solaire, actuellement, on est sur une participation à 25%. Voilà, c'est potentiellement un sujet, mais pour l'instant, la participation elle est de 25%. D'autres questions? À quel moment toutes les horloges seront-elles connectées? On a mis en place un plan de déploiement jusqu'à fin 2024. On a un bon rythme. Voilà, ce sera courant 2024 que les 3400 armoires seront équipées d'horloges connectées. Certains nous font part d'un problème d'écho, mais on ne voit pas d'où ça peut venir. On a fait quelques réglages de son. Il semblerait que ce ne soit pas généralisé, donc on va continuer comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions concernant les enjeux de programmation de l'éclairage public, on va passer à un autre cas pratique, sur justement les actions qu'on peut mener sur les bâtiments communaux. Et pour cela, je crois que je vous redonne la parole, Clément. Après, c'est bon, c'est la dernière fois. Donc après, donc en prenant le même cas pratique que Yvan, donc sur la commune type définie tout à l'heure, donc sur cette, j'ai essayé de vous mettre en évidence quelques actions du plan d'urgence. Donc pour cette commune type qui a une école, donc les ratios qu'on utilise habituellement et que j'ai appliqués, donc c'est à peu près 30% des consommations d'énergie d'une commune sont impactées à l'école de façon très générale, donc ce qui représente à peu près environ 100 000 kWh par an, soit un équivalent pour la partie chauffage qui représente à peu près 80% des consommations, environ 8000 litres de fuel par an. Donc cette école consomme, pour résumer, 8000 litres de fuel.
Le reste, ça fait à peu près 2000 kWh pour l'électricité, 20 000 kWh pour l'électricité plutôt. Voilà. Donc sur la partie chauffage, revenons à ce sujet-là. Donc ça ferait des charges de fonctionnement pour un équivalent 8 000 litres de fuel. On se situe à peu près entre 8 000 et 16 000 euros par an, donc en prenant des variations entre 1 euro et 2 euros le litre de fuel, ce qu'on a vécu les derniers mois. Donc avec ces données-là, si on applique l'action, la première action appliquée, c'est la mise en place d'un système de régulation de chauffage. Donc on considère que l'école actuellement est moyennement régulée, voire pas, ce qui arrive dans certains cas. Donc là, en gros, l'idée qu'on a chiffré à peu près, enfin on a estimé le coût d'un investissement d'un système de régulation. Donc c'est une gestion centralisée dans l'école, donc une régulation centralisée qui permet de piloter les heures d'occupation, de mise en réduit, etc. Donc on estime à 3 000 euros pour cette école l'investissement. L'aide du CIEMEL peut être de 75%, donc un reste à charge de 750 euros. Et cette action peut permettre jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Donc avec ce cas-là, ce qui ferait une économie de fuel d'à peu près 2400 à 4800 euros. Donc voilà, donc le plan d'urgence avec l'action mise en place du système de régulation pourrait permettre ça. Donc de financer le système de régulation qui a un impact important sur vos consommations d'énergie. Ensuite, la deuxième action possible, qui dit régulation, dit vérifier si le système de régulation est bien mis en place. Donc c'est proposer. La deuxième possibilité, c'est aussi, on considère que la commune adhère au service de conseil à l'énergie du CIEMEL. Donc, dans ce cadre-là, comme elle adhère, elle aura à sa disposition des capteurs communicants qui permettront de vérifier si la régulation qui vient d'être mise en place fonctionne correctement et que les plages d'occupation du bâtiment sont définies correctement. Voir que pendant les vacances, le bâtiment est mis en réduit, voire en gel, que le week-end, on est en température réduite, etc. Et donc les capteurs, avec un investissement d'à peu près 200 euros par capteur, là, sont pris en charge à 100% par CIEMEL et prêtés aux collectivités. Voilà. Et ensuite, pour continuer sur l'école, la troisième possibilité, c'est une action de sensibilisation. Donc c'est pour sensibiliser les usagers, tous les occupants de l'école. La collectivité décide de mettre en place un programme avec une association X ou Y qui permet de lancer un programme d'Effinergie. Donc c'est plusieurs moments dans l'année où il y aura de l'information, sensibilisation sur les bons gestes à faire. Donc le coût de ces formations, les budgets que l'on a, c'est à peu près 6 600 euros, donc avec de nombreuses réunions et de visites et d'accompagnement sur l'année. Le CIEMEL peut aider jusqu'à 80%, avec un plafond d'aide à 5 000 euros par prestation, donc ce qui fait dans ce cas-là un reste à charge de la commune de 1 600 euros. Et d'après les données que l'on a, les études nationales sur le sujet, des actions de sensibilisation permettent d'atteindre jusqu'à 8% d'économie d'énergie, donc grâce au meilleur comportement des usagers. Donc ça veut dire que sur notre école, 8% d'économie d'énergie, c'est à peu près une économie de 8 000 kWh par an, soit à peu près 1 600 euros par an. Donc globalement, sur ce bâtiment type, le reste à charge de la commune correspond aux économies annuelles. Donc ça veut dire que cette action, par exemple, a un temps de retour d'1 an. Donc là, c'est les actions plan d'urgence. Et puis après, évidemment, sur cette école-là, au FIOUL, il pourrait y avoir des projets, mais plus à moyen long terme, rénovation du bâti, mise en place de systèmes d'énergie renouvelable thermique, etc. Mais là, le but, c'était de vous présenter les actions à court terme pouvant avoir des effets dès les mois, années qui arrivent. Voilà pour ma partie. Je pense que il n'y a plus de diapo après. Voilà. Alors pour ce dernier temps, voilà, on a un petit temps de questions. On vous propose de pouvoir rallumer vos micros en utilisant l'outil lever la main si vous avez des questions, ou sinon continuez à les poser dans le chat, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir y répondre aussi plus directement. Pardon, je vous ai coupé, Monsieur Farine. J'allais dire exactement la même chose, donc c'est parfait. S'il n'y a pas de questions ou de commentaires, peut-être vous rappeler que on viendra vous voir, hein, puisqu'il y a 9 réunions territoriales qui sont programmées du 9 novembre au 7 décembre, où évidemment on reparlera entre nous en comité un peu plus intime, un peu de cette actualité en fait des marchés énergétiques.
Et puis, il y aura une autre occasion aussi de le faire, c'est le forum départemental qui se tient à Terra Botanica le 18 novembre prochain. Où là, on va inviter des spécialistes. Donc, ce sera toujours intéressant de les écouter ils ont des choses à nous dire en fait sur la façon dont se passent les choses au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national, sur les marchés énergétiques. À l'issue de cette grande matinée, il y aura aussi une séquence spécifique en début d'après-midi qui réunira les grands gestionnaires de réseau. Je pense à Enedis, GRT Gaz, mais aussi RTE et puis GRDF. Et ils viendront nous présenter en fait ce qui a été programmé en lien avec les services de l'État pour cet hiver, de façon à éviter les coupures. Donc il y a tout un plan de prévention, hein. Les économies d'énergie au quotidien, les effacements, les baisses de tension éventuelles, et puis l'ultime recours, ce sont les délestages, mais vraiment uniquement si toutes les autres actions en amont n'ont pas apporté leurs fruits, leurs effets. Et donc tout cela vous sera présenté en début d'après-midi lors de cette grande journée du 18 novembre à Terra Botanica qui est consacrée à la crise de l'énergie. Et à la suite de cela, il y aura aussi des visites sur le terrain. Une nouvelle, une nouvelle chaufferie-bois à Saint-Augustin-des-Bois qui peut intéresser les communes, et puis également la visite d'une installation, la nouvelle installation photovoltaïque sur Tiercé. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis entre-temps, surtout n'hésitez pas à solliciter nos services, que ce soit l'éclairage public ou bien le service de conseil en énergie partagée, de telle sorte à ce que vous puissiez mettre en place des actions rapides avant la fin de l'année. Et puis également suivre l'actualité du groupement d'achat. Voilà, de notre côté, pas vous rendre l'antenne, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a une question, déjà concernant la question sur le diaporama. Oui, vous recevrez à l'issue de cette présentation le diaporama et la vidéo. Et je vois une question sur les interventions dans les écoles. Oui. Est-ce que c'est le CIEMEL qui contacte un prestataire directement ou bien c'est la commune? Voilà, je pense que je vais laisser Emmanuel Tessier y répondre. Allez, Emmanuel. Oui, bonjour Madame Isabellon. Oui, c'est donc pour si votre question elle concerne bien les interventions pour la sensibilisation. C'est le mien peut-être. En effet. Oui, si la question elle concerne la sensibilisation pour les enfants dans les écoles, c'est bien la commune qui doit contacter un prestataire. Par contre, elle peut être bien sûr accompagnée par le conseiller en énergie pour le choix de ce prestataire-là et pour la demande de devis. Voilà. Je ne sais pas si c'était bien là, cette question-là que vous aviez. Ils ont répondu à la question. Et n'hésitez pas, les micros ont été réactivés, donc vous pouvez les réutiliser. Oui, je suis désolée, on les a coupés pendant le webinaire puisque vous étiez 120, donc pour éviter la cacophonie, on a préféré les couper, mais n'hésitez surtout pas à les réouvrir si vous aviez des questions à adresser directement à l'oral à nos différents intervenants. Oui, merci, monsieur Tessier, c'était ça ma question, donc c'est bon. Donc vous parliez d'Alizé, c'est ça, tout à l'heure? Oui, entre autres. Oui, ok. C'est parfait. Mais effectivement, au niveau du son, c'était un petit peu difficile à caler parce qu'on a plusieurs intervenants de notre côté qui sont sur plusieurs sites différents. Et puis en face, vous êtes 120. Donc au niveau des micros, c'est un peu subtil. Mais bon, j'espère que ça n'a pas trop gêné l'audition du webinaire. Vous aurez l'occasion de le suivre. Il a été enregistré, hein, donc il sera diffusé en ligne, je pense, dans les jours qui viennent. C'est ça, hein, Madame Boivin, voilà. Donc, vous pourrez le revisionner si vous le souhaitez. Et en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos services en attendant si vous avez la moindre question complémentaire. Voilà, merci beaucoup d'avoir été patient jusqu'au bout. Je crois qu'il y a une question ultime. Alors, Monsieur Blondet. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Est-ce que vous pourriez nous renvoyer l'information dans les mairies concernant les défis classe énergie? Alors, excusez-moi parce que le son était mauvais. Concernant pour les écoles, justement, ce que vous appelez le défi classe énergie, est-ce que vous pourriez nous renvoyer des informations dans les mairies? Oui, alors l'idée c'était plutôt de passer par votre conseiller en énergie
qui après peut vous présenter les différentes. Sinon, pas de problème, on passe par M. Yannick Simon. Ça sera plus simple parce qu'après, il y a d'autres prestataires. Alors après, on n'a pas encore défini le CML n'est pas limité non plus au défi classe énergie proposé par Alizé. Il y a d'autres. Parce que ça, c'est proposé par Alizé, effectivement. C'est spécifique à Alizé, ça. Mais voilà, en tout cas, le conseiller énergie pourra vous orienter et vous donner les contacts, en tout cas, pour demander des devis sur le défi classe énergie. D'accord, merci. Monsieur Doussin pose une ultime question sur c'est un peu la même chose, non? Bien monter avec l'équipe pédagogique des écoles. Oui, c'est bien ça. Le défi classe énergie ne peut pas fonctionner sans l'accord et sans la bonne volonté de l'équipe pédagogique des écoles, bien sûr. Voilà, cette fois-ci, si on est au bout. Un ultime merci. Une très bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis à très bientôt. Je ne peux plus raccrocher parce que... Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.